Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information. Au titre de l'actualité aujourd'hui, l'entretien du Premier ministre portugais avec le président Abdelaziz Bouteflika et Abdelmalek Sellel, la réunion des chefs de parti des militants politiques libyens à Alger ce mardi, le crash aérien en Argentine de nombreux sportifs français dans un accident d'hélicoptère. En Ukraine, l'accusation contre les rebelles pro-russes d'avoir déclenché une attaque à Mariupol. Le président de la République Abdelaziz Bouteflika a reçu mardi à Alger le Premier ministre de la République du Portugal, Pedro Passos Coelho, en visite de travail en Algérie. L'entretien s'est déroulé en présence du Premier ministre Abdelmalek Sellel, du ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra, du ministre de l'Industrie et des Mines Abdeslam Bouchouareb, du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville Abdelmajid Tebboune et de la ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement Dalila Boudjema. Par ailleurs, plus tôt dans la journée, les premiers ministres se sont entretenus avec plusieurs membres des deux délégations. Du côté portugais, le ministre des Affaires étrangères portugais Rui Chancerel de Machete, de l'économie Antonio Pires de Lima et de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie Jorge Moreira da Silva étaient présents. Le Premier ministre portugais est arrivé dans la matinée dans le cadre d'une visite de travail. Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre de la tenue de la 4e réunion de haut niveau algéro-portugaise, qui aura lieu ce mardi, sera parachevée par la signature de plusieurs accords de coopération. Les travaux de la réunion regroupant des chefs de parti et des militants politiques libyens a débuté mardi à Alger avec le soutien de l'Algérie et sous l'égide des Nations Unies en vue de trouver une solution politique à la crise dans le pays. La cérémonie d'ouverture des travaux a été présidée par le ministre délégué chargé des affaires maghrébines et africaines, Abdelkader Messahel, en présence de l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye, Bernardino Leone. La réunion s'inscrit dans le cadre des efforts soutenus de l'Algérie pour réunir les parties libyennes autour de la table de dialogue afin de parvenir à une solution politique à la crise dans ce pays, aggravée par l'existence de deux gouvernements et de deux parlements se disputant le pouvoir. Dans une allocution à cette occasion, M. Messahel a affirmé que l'Algérie, qui partage avec la Libye sœur des relations de voisinage, la lutte contre le colonialisme et une histoire commune, ne pouvait rester les bras croisés alors que les frères libyens en proie à la fitna traversent la plus dangereuse des étapes menaçant leur pays et leur unité. L'Algérie n'a ménagé aucun effort pour accompagner les frères en Libye et œuvrer à unifier les rangs et trouver une issue à la crise dans ce pays, a-t-il ajouté. Le ministre tunisien des Affaires étrangères, Taïeb Bakouche, effectuera mercredi une visite de 2 jours en Algérie à l'invitation du ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de fraternité existants entre les deux pays et de la mise en œuvre des recommandations issues de la rencontre du président de la République Abdelaziz Bouteflika avec son homologue tunisien, Béchir Raïd Essebsi, à l'occasion de la visite que ce dernier a effectuée en Algérie les 4 et 5 février dernier pour baliser les repères des relations algéro-tunisiennes dans divers domaines. Cette visite permettra par ailleurs d'examiner les meilleurs moyens de promouvoir la coopération bilatérale au service des aspirations des deux peuples, outre la consécration des résultats d'une année de concertation et de coordination autour des questions régionales et internationales d'intérêt commun, précise la même source. Justice. Le tribunal criminel d'Alger a prononcé des peines de prison à l'encontre de terroristes impliqués dans l'attentat contre l'Académie interarmes de Cherchel et a reporté le procès de Droukdel et de 19 autres terroristes présumés. Par ailleurs, un détachement de l'ANP a abattu 3 terroristes à Chlef. Le tribunal criminel d'Alger a prononcé lundi des peines de 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 3 ans de prison ferme contre 3 inculpés impliqués dans l'approvisionnement et le soutien du groupe terroriste ayant commis le 26 août 2011 l'attentat contre le club des officiers de l'Académie interarmes de Cherchel. L'attentat terroriste à l'explosif avait fait 18 morts et 20 blessés. 6 autres accusés poursuivis pour appartenance et soutien à un groupe terroriste ont été innocentés. Par ailleurs, le tribunal criminel d'Alger a reporté à la prochaine session l'affaire de Droukdel et de 19 autres terroristes présumés impliqués dans des attentats ayant fait 19 morts parmi les militaires et civils et des blessés dans la wilaya de Boumerdès entre 2005 et 2007. Le président du tribunal a décidé de reporter l'affaire en raison de l'absence de la défense de l'un des prévenus, Khaled Walid. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP relevant du secteur opérationnel de Ndefla et de la première région militaire a abattu ce 10 mars à 11 h à la suite d'une embuscade tendue près de Tagrara, 3 terroristes et a récupéré de nombreuses munitions, des armes lourdes, des substances d'approvisionnement ainsi que plusieurs téléphones portables.
Les Zaouïas sont appelés à jouer pleinement le rôle de rempart contre l'extrémisme religieux afin de préserver la souveraineté nationale, a indiqué hier à Tizi Ouzou le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Mohamed Aissa. Intervenant à l'ouverture du colloque sur la Tariqa Rahmaniya, organisé par la coordination locale des Zaouïas à la Maison de la Culture Mouloud Mameri, le ministre a insisté sur le rôle important des Zaouïas et des mosquées dans la préservation de l'islam authentique, qui cultive les valeurs de la tolérance, de l'amour et du nationalisme, pour protéger l'Algérie de l'extrémisme religieux qui menace sa souveraineté. 2 personnes ont trouvé la mort et autant ont été blessées dans un incendie qui s'est déclaré tôt mardi à l'hôpital Franz Fanon de Blida, a-t-on appris d'un responsable de service au sein de l'établissement. Un court-circuit est à l'origine de cet incendie qui s'est déclaré à 5h30 au service neurologie Mazi, dépendant de l'hôpital Franz Fanon, faisant 2 morts par asphyxie parmi les patients et 2 blessés selon une source hospitalière. Un des blessés, atteint de brûlures de 3e degré, a été transféré à l'hôpital de Douira. L'incendie a ravagé le premier étage de l'établissement hospitalier. Il a été circonscrit grâce à l'intervention des éléments de la protection civile selon la même source. Le ministre de la Santé Abdelmalek Boudiaf s'est rendu sur les lieux de l'accident et a déclaré qu'une enveloppe de 5 milliards de dinars sera allouée à l'établissement hospitalier pour sa reconstruction. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, a annoncé lundi à Alger que 30 millions de dinars ont été alloués au CHU Mustapha Pacha pour la greffe d'organes. Président des travaux de la journée scientifique sur le prélèvement d'organes sur donneurs en état de mort encéphalique au CHU Mustapha Pacha, le ministre a appelé les équipes médicales chargées des opérations de greffe à mettre en place une méthodologie de travail et un plan de formation pour faire aboutir cette activité. Il a proposé la création de l'association des Amis de la Santé pour prendre en charge les aspects sociaux et psychologiques afin de sensibiliser la société algérienne de l'importance du don d'organes. Le ministre s'est engagé à encourager les opérations de greffe d'organes, insistant sur le rôle des médias pour informer l'opinion publique sur ce sujet. Pour la formation en greffe d'organes en Algérie, M. Boudiaf a fait savoir que des équipes médicales algériennes se rendront en Argentine et à Cuba dans le cadre de la coopération et le jumelage avec ces 2 pays. Concernant le prélèvement d'organes après la déclaration de la mort encéphalique, le ministre a souligné que la nouvelle loi sanitaire a défini les cadres juridiques devant être appliqués devant les services des urgences, notamment au sein des hôpitaux chargés de la greffe. Pour l'insuffisance rénale chronique, sur les 26 000 patients actuellement dialysés ou en prédialyse, seuls 10 000 restent éligibles à la greffe au regard de l'âge avancé des autres et des complications qu'ils ont eu le temps de développer. Seule la greffe à partir de donneurs cadavériques peut régler définitivement le problème et asseoir durablement l'activité de transplantation en Algérie, a indiqué le ministre. Cette situation montre les limites de la greffe à partir de donneurs vivants et indique de façon claire que la seule alternative est dans la mise en place d'un cadre juridique adéquat, assurant le développement de la greffe d'organes, a-t-il ajouté. Les travailleurs de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires ont repris mardi au niveau de l'aéroport international Houari Boumedienne leur mouvement de grève entamé dimanche. Les employés de la SGSIA, regroupés dans l'enceinte de l'aéroport, réclament une réponse officielle à leurs revendications socio-professionnelles, mais aussi le départ du PDG de l'entreprise, Tahar Allash, à qui ils reprochent un comportement inadmissible et des dépassements à leur encontre. Dans une déclaration à l'APS, M. Allash avait indiqué que la grève a pris fin lundi après-midi et qu'un communiqué serait rendu public par sa direction mardi. Un des représentants des greffistes avait affirmé de son côté que des négociations ont été engagées autour d'une plateforme contenant les revendications des travailleurs, sans pour autant écarter la possibilité d'une reprise de la grève. La cérémonie de sortie d'un camion militaire de transport de troupes, de type Mercedes 6.6, a été présidée par le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, au niveau du siège de la Société algérienne pour la production de poids lourds, en présence des représentants des partenaires allemands et émiratis. Poids lourd de marque Mercedes-Benz Ruiba a lancé le camion Zetros 273 3A de Mercedes-Benz qui va être livré essentiellement au ministère de la Défense nationale. La sortie de ce camion militaire est le couronnement d'un processus devant aboutir à la satisfaction de l'essentiel des besoins nationaux en termes de transport routier, selon un assortiment et une qualité strictement identiques à celles prévalant au niveau du groupe Daimler. La société SAPPL MB, créée en 2012 avec un capital de 103 millions d'euros, est détenue à 51% par la partie algérienne à travers la SNVI pour 34% et le ministère de la Défense nationale à 17%. Et à 49% par l'Émirati Abar, tandis que l'allemand Daimler Mercedes-Benz en est le partenaire technologique. 3 sociétés à capitaux mixtes avaient été créées en juillet 2012 dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d'accord algéro-émirati allemand pour le développement de l'industrie mécanique nationale.
Le ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi, a présenté mardi au Conseil de la Nation le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 111 du 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l'aquaculture. Le texte de loi porte sur la reprise des activités de pêche au corail en introduisant des mécanismes de rationalisation de l'exploitation des ressources biologiques et prévoit un durcissement des sanctions liées à la pêche illicite, notamment celle du corail. Il prévoit également de nouveaux instruments pour le développement des activités de la pêche et l'aquaculture dans le cadre du principe d'une pêche responsable et d'une préservation de la ressource et de l'environnement marin qui assure la durabilité de la pêche artisanale. Ces instruments concernent la mise en place des plans d'aménagement des pêcheries algériennes et l'aménagement des zones d'activité aquacole et incluent aussi l'action participative des professionnels et de la mise en place d'un système de géolocalisation pour l'activation de contrôle à distance. Le gouvernement va faire de l'Algérie un grand pôle dans la fabrication de médicaments, eu égard aux investissements publics et privés engagés, a indiqué lundi soir à Alger le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf. Dans une déclaration à la presse à l'issue d'une rencontre avec une délégation américaine conduite par la secrétaire adjoint américain au commerce et à l'industrie Marcus Jadot, M. Boudiaf a réaffirmé la détermination du gouvernement à encourager la présence de compagnies américaines en Algérie pour y produire des médicaments. Le ministre a rappelé à cette occasion la signature en juin 2014 à San Diego d'un mémorandum dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. Plusieurs compagnies pharmaceutiques américaines ont signé des contrats avec la pharmacie centrale des hôpitaux et certains partenaires privés algériens, a encore rappelé le ministre, ajoutant que les deux parties ont mis l'accent sur l'importance de la formation dans le domaine pharmaceutique. De son côté, l'ambassadeur des États-Unis à Alger, Mme Joanne A. Poleshik, a exprimé le soutien de son pays et des entreprises américaines au projet de l'Algérie de créer un pôle pharmaceutique de dimension régionale. La délégation américaine est composée de représentants d'une vingtaine de compagnies activant dans les domaines de la fabrication et de la commercialisation d'équipements de sécurité. 2 Argentins et 8 Français, parmi lesquels les champions sportifs Florence Artaud, Camille Muffat et Alexis Vastine, sont décédés le 9 mars dans le crash de 2 hélicoptères dans le nord-ouest du pays, dans une zone touristique de La Rioja. Au total, 10 personnes sont mortes dans la collision de 2 hélicoptères, survenue le 9 mars vers 17 h en plein vol, dans une zone touristique de La Rioja, selon le secrétaire de la sécurité de la province, César Angulo. Les 2 pilotes argentins et les 8 passagers français sont morts, dont les sportifs Florence Artaud, Camille Muffat et Alexis Vastine. Les 2 hélicoptères se sont heurtés alors qu'ils volaient à quelques mètres du sol. Ils venaient tout juste de décoller et survoler un terrain de foot de la ville Villa Castelli avant de rentrer dans la zone qui précède la cordillère des Andes. Les pompiers ont travaillé pendant plus de 2 heures pour éteindre le feu. On ne sait pas à quoi est due la collision, les conditions climatiques étaient bonnes en cette fin d'été austral pour l'Argentine, selon un porte-parole de la province de La Rioja. L'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, a été condamnée dans la soirée du 9 au 10 mars à 20 ans de prison à l'issue du procès pour son rôle durant la crise post-électorale de 2010-2011. 78 personnes, dont Simone Gbagbo, étaient jugées à ses côtés pour leur rôle dans la crise post-électorale de 2010-2011, causée par le refus de Laurent Gbagbo de reconnaître la victoire de l'actuel chef d'État, Alassane Ouattara, à la présidentielle de novembre 2010. Les violences entre les deux camps avaient fait plus de 3000 morts en 5 mois. La cour d'assises d'Abidjan avait été vidée de son public pour des raisons de sécurité, selon le procureur général. Après plus de 9 heures de délibération du jury, la cour a condamné à l'unanimité Simone Gbagbo, 65 ans, à 20 ans de prison pour attentat contre l'autorité de l'État, participation à un mouvement insurrectionnel et trouble à l'ordre public. Le parquet général avait requis une peine moitié moindre, soit 10 ans d'emprisonnement contre l'ex-première dame. Le président du Front populaire ivoirien, le parti de Gbagbo, Pascal Afine Guessane, a été condamné à 18 mois de prison avec sursis. Michel Gbagbo, fils de l'ex-président issu d'un premier mariage, a été condamné à 5 ans d'emprisonnement. En Égypte, un attentat à la bombe a visé tôt mardi 10 mars une base de la péninsule égyptienne du Sinaï, tuant un civil et blessant 24 policiers selon des responsables des services de santé et de sécurité. L'attaque a eu lieu à Messaïd, dans la ville d'El Arish, chef-lieu de la province du Nord Sinaï, selon les mêmes sources. L'assaillant a foncé à bord d'un camion-citerne chargé d'explosifs sur l'entrée arrière de la base. La police a ouvert le feu sur le véhicule, déclenchant ainsi l'explosion, a rapporté un responsable de la sécurité. Au sud d'El Arish, une bombe a tué un capitaine de l'armée et blessé 2 soldats au passage de leur véhicule selon les militaires. Aucune revendication n'a été formulée, mais le Sinaï est le théâtre d'attentats quasi quotidiens visant les forces de sécurité, revendiqués par des terroristes disant agir en représailles à la répression qui s'est abattue sur les partisans du président Mohamed Morsi, destitué par l'armée en juillet 2013.
Le fils de l'ancien président de la Cour suprême nigériane est suspecté d'avoir rejoint l'organisation Daesh. L'information a été confirmée par l'ambassade turque qui aurait délivré un visa au jeune homme. La nouvelle a été accueillie avec stupeur par la famille d'Ibrahim Lawal Ouaïs. Selon ses proches, Ouaïs condamnait avec la plus grande force les violences meurtrières commises par Boko Haram au Nigeria. Âgé d'une quarantaine d'années, il aurait quitté le Nigeria pour le Moyen-Orient avec ses 2 femmes et ses 4 enfants le mois dernier. C'est un membre de la belle famille d'Ouaïs qui, alerté par ses épouses, a rendu public sa disparition. Les autorités nigériennes ne s'expliquent toujours pas ce qui a déclenché ce potentiel ralliement à Daesh. Elles essayent ces derniers temps d'attirer l'attention des parents sur les risques de radicalisation de leurs enfants via les réseaux sociaux. C'est la 2e fois qu'un fils de la grande bourgeoisie nigériane est accusé de vouloir combattre au nom d'un groupe terroriste étranger. En 2008, Omar Farouk Moutaleb, dont le géniteur est un grand banquier nigérian, avait tenté de faire sauter un vol Amsterdam-Détroit au nom d'Al-Qaïda. Son père, choqué par la radicalisation de son fils, avait d'ailleurs alerté l'ambassade américaine d'Abuja peu de temps avant la tentative d'attentat. En Ukraine, l'armée ukrainienne a accusé lundi les séparatistes pro-russes d'avoir déclenché une attaque à l'aide de chars et de mortiers près du port stratégique de Mariupol. Selon le communiqué, l'attaque visait le village de Chirokine. Les séparatistes pro-russes avaient affirmé samedi avoir retiré leurs armes du front. 64 militaires ont été tués depuis le début de la trêve instaurée le 15 février, a annoncé ce lundi le président ukrainien Petro Poroshenko. L'armée ukrainienne accuse les combattants pro-russes de faire usage d'armes lourdes qu'ils auraient dû éloigner de la ligne de front, conformément aux accords de paix de Minsk. Selon un communiqué de l'état-major ukrainien, des mortiers de 120 mm ont été utilisés pour tenter d'évincer les unités loyalistes du village de Chirokine, un village aux 3/4 détruit situé à l'est de Mariupol, au bord de la mer d'Azov. Les séparatistes ont annoncé ce week-end qu'ils avaient procédé au retrait de tous leurs armements supérieurs à 100 mm sur l'ensemble du territoire qu'ils contrôlent. Une affirmation difficile à vérifier pour les observateurs internationaux de part et d'autre du front. Difficile également de savoir ce qui se passe réellement du côté de Chirokine. Le cessez-le-feu y est régulièrement violé, des accrochages ont lieu quotidiennement. Selon un responsable militaire ukrainien du secteur de Mariupol, 4 soldats ont été blessés dans des attaques. En Russie, 5 suspects du meurtre de l'opposant russe Boris Nemtsov ont été présentés à l'opinion publique. Tous tchétchènes, ils ont été déférés devant le tribunal Basmani de Moscou qui les a placés en détention préventive jusqu'au 28 avril. Identifiés samedi, les 2 premiers, Anzor Goubatchev et Zaur Dadaev, ont été officiellement inculpés de meurtre. Zaur Dadaev aurait servi 10 ans dans un bataillon du ministère de l'Intérieur opérant en Tchétchénie. Les 4 autres ont nié toute implication dans le meurtre. À en croire l'acte d'accusation, la piste tchétchène se confirmerait. Selon une source policière locale citée par Interfax, un autre homme impliqué samedi dans des affrontements avec les forces de sécurité à Grozny aurait également été lié à l'affaire Nemtsov. Barack Obama déclare l'urgence nationale pour faire face à la menace que constitue le Venezuela pour les USA. Le président américain Barack Obama vient de signer un décret imposant des sanctions à 7 responsables vénézuéliens accusés d'avoir violé les droits de l'homme. En réponse, Caracas a décidé de rappeler son représentant diplomatique à Washington. Parmi les 7 hauts fonctionnaires visés figurent le chef des services de renseignement, le directeur de la police nationale, l'ancien commandant de la garde nationale, 3 officiers de l'armée et un procureur, dont les avoirs seront gelés et ne pourront plus accéder au territoire américain. La mesure américaine constitue une étape des sanctions plus lourdes à l'égard du pays. Elle est justifiée selon Obama par le fait que le Venezuela était responsable d'une inhabituelle et extraordinaire menace pour la sécurité nationale et la politique extérieure des États-Unis. Le président Nicolás Maduro a déclaré que le président Barack Obama a décidé de se charger personnellement de renverser mon gouvernement et d'intervenir au Venezuela pour en prendre le contrôle. En réponse, il a décidé de nommer ministre de l'Intérieur le chef des services de renseignement sanctionné par les Américains. Sam Simon, co-créateur de la célèbre série américaine satirique Les Simpsons, est décédé à 59 ans dans sa résidence de Los Angeles des suites d'un cancer du côlon contre lequel il s'est longuement battu. L'homme aux 9 Emmy Awards, récompense honorant les meilleures émissions et professionnels de la télévision américaine, avait co-créé le célèbre dessin animé en 1989 avec la complicité de Matt Groening et de James L. Brooks. Il a travaillé sur la série télévisée jusqu'en 1993, notamment en tant que scénariste. Se sachant condamné, ce millionnaire avait décidé de léguer sa fortune à des associations venant en aide aux animaux, aux enfants et aux plus démunis. Il avait d'ailleurs créé une fondation portant son nom, visant à aider les chiens abandonnés, les personnes handicapées ou les soldats d'Irak et d'Afghanistan, souffrant du syndrome de stress post-traumatique. On en arrive maintenant à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition et à bientôt sur les antennes de Media News.